kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dak mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si lu mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Madame Aminata Touré, bonjour. Bonjour, Payoma. C'est toujours avec un réel plaisir que nous vous accueillons à Objection. Merci encore une fois d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Plaisir partagé. Alors, Madame le Premier ministre, l'actualité est dominée par cette ignoble agression dont a été victime Madame Maïmouna Ndour Faye, journaliste, patronne de presse, de retour de son lieu de travail. Eh bien, elle a été victime d'agression, un acte barbare que rien ne peut justifier et qui intervient dans un contexte de crise et de violence de toute nature. Il est clair que la pratique journalistique est en danger au Sénégal. Elle est aussi femme. Vous en êtes une. Oui, cet acte survient dans un contexte tendu, un contexte de crise qui suscite une profonde réflexion sur la situation actuelle du Sénégal. Qu'en dites-vous? Je condamne avec la dernière énergie l'agression de votre consoeur, Maïmouna Ndour Faye, et j'espère vraiment que le ou les coupables seront rapidement retrouvés et sévèrement punis, et je lui souhaite un rapide rétablissement. D'après les informations que nous avons, elle est maintenant hors de danger. Et ça, c'est inacceptable. Mais vous avez défini aussi le contexte dans lequel voilà, nous vivons, qui est un contexte extrêmement violent et qui déroge malheureusement avec notre vieille tradition sénégalaise de sérénité, de quiétude. Ce n'est pas par hasard que le Sénégal est considéré comme cet îlot de paix dans une sous-région qui est troublée par les événements que nous connaissons, des séries de coups d'État, voilà, des zones non contrôlées par les États, etc. Et ça, c'est une condamnation des plus fermes que j'apporte à cette situation regrettable qui touche votre consoeur. Et encore une fois, je lui souhaite un rapide rétablissement. Et qui intervient dans un mois dédié aux femmes. Oui, la femme sénégalaise exactement n'est pas à l'abri de ce genre d'agression. Je dirais les journalistes femmes, parce que nous avons, lors des dernières manifestations qui ont suivi le report illégal de l'élection présidentielle par le président de la République, on a assisté à des scènes inouïes de violence à l'égard ou à l'endroit de femmes journalistes. De femmes tout court. Cette scène de ce policier qui par derrière donne un coup de poing à une dame qui ne résistait pas, c'est tout simplement scandaleux. Ça a fait le tour du monde et c'est une honte collective, on pourrait dire. Votre consoeur jeté dans un fourgon, voilà, tabassé. Voilà, c'est comme si on voulait voilà, intimider aussi les femmes qui, à mon avis, ne le sont pas d'ailleurs. Et elles devront rester fortes parce que voilà, elles contribuent significativement au développement de ce pays dans, voilà, dans tous ces domaines, hein, journalistiques, politiques, etc. Et je leur demande vraiment de continuer à être fortes et on doit dénoncer avec la dernière énergie toutes les formes de violence qui sont exclusivement basées sur le genre. Ce policier, il aurait dû aller donner un coup de poing à un homme de sa taille, de son poids et de son âge. Et il l'aurait vu. Voilà. Mais justement, vous parlez de journalistes femmes. Aujourd'hui, la pratique journalistique en elle-même aujourd'hui mérite réflexion. Au-delà du genre, c'est tout un corps qui est balafré par des coups de couteau. Vous avez raison, parce que dans cette régression démocratique que le président Macky Sall nous a imposé, la presse également a été attaquée. Combien de vos confrères et consoeurs, dont une enceinte,
se sont retrouvés en prison pour des délits d'opinion. Tout simplement, ce qui est unique quand même dans les annales modernes en tout cas du Sénégal, alors que bon, on parle de la presse comme le quatrième pouvoir, c'est vous dire. Le droit à l'information juste et correct est un droit constitutionnel, un droit fondamental, et malheureusement il n'a pas échappé justement à cette régression démocratique dont je parle. Et tout ça devra faire l'objet de réflexion dans le cadre plus large de la réforme des institutions. Je considère que le prochain régime, qui sera un régime différent, puisque je crois que le candidat de l'APR, Benno Amadouba, n'a aucune chance, donc je m'inscris déjà dans une perspective de changement, et je crois que le nouveau gouvernement devra vraiment, comme tâche première, s'atteler à réformer nos institutions, et la presse qui est également, le rapport presse-pouvoir. Presse-pouvoir, mais la presse elle-même. Je pense que vous avez voilà, le code de la presse qui a fait l'objet de révision pendant 10 ans sous le président Macky Sall. Je crois que c'est l'occasion, justement, au sein de ce code, de davantage renforcer voilà, la sécurité, la liberté, les droits fondamentaux des journalistes. Il y a aussi du travail interne à faire à votre sein. Voilà, ça aussi, je ne suis pas en train de dire que tous les journalistes sont exempts de reproches. Mais au moins, si les normes acceptées par tous sont mises en place et respectées, je pense que ce sera voilà, au bénéfice et des citoyens pour une meilleure qualité de l'information, mais également des journalistes eux-mêmes dont c'est le métier. Donc c'est le métier. N'avez-vous pas l'impression avec le recul que finalement le véritable enjeu, c'est l'enjeu autour de l'information, le contrôle de l'information, la main sur l'information? Absolument, mais c'est un enjeu universel. Parce que maintenant, il y a également les réseaux sociaux qui échappent au contrôle des États, voilà, et qui, on peut dire, ont les avantages de leurs inconvénients, puisque maintenant tout le monde peut communiquer, entre parenthèses, plus ou moins librement, et la qualité de l'information n'est plus contrôlée. L'information elle-même n'est plus contrôlée, ce qui est une bonne chose, parce qu'on sait que c'est à travers les réseaux sociaux que certains changements ont pu se faire. On sait que les réseaux sociaux aussi ont beaucoup contribué à éveiller les consciences. Mais évidemment, et vous avez l'autre versant plus négatif, c'est des canaux pour véhiculer la haine, la désinformation. Mais bon, dans toute chose, vous avez des avantages et des inconvénients. Il faudra éduquer également les citoyens pour qu'ils puissent davantage séparer la bonne information de l'ivraie. Mais ça, ce n'est pas seulement un défi qui se pose au Sénégal, c'est un défi quasiment mondial. Et il faudra voilà, que nos citoyens, et les citoyens sénégalais, il faut le reconnaître, sont quand même capables de reconnaître, comme j'ai dit, la bonne graine de l'ivraie. Oui, vous l'avez dit, Madame la Première ministre, tout est là, l'enjeu de l'information, le rôle et la place de la régulation comme outil, justement, dans cette grosse problématique de l'heure. Autre sujet qui suscite également réflexion avec ce chavirement de pirogue. Aux dernières nouvelles, le bilan toujours provisoire est de 48 victimes, dont 27 sans vie et 21 blessés à la découverte d'un corps sans vie à hauteur de Gagnol. Ils périssent également. C'est terrible. Des jeunes au large de nos côtes. C'est terrible et cela sonne comme un désaveu aux élites. Pas seulement du Sénégal, mais africaine, parce que dans la pirogue, il y a, il semble, plusieurs nationalités, dont des Sénégalais d'ailleurs. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'on parlait d'une pirogue qui comportait plus de 300 passagers. Donc où est le reste? Ça, c'est une autre question. Et ça consacre l'échec patent des politiques de jeunesse. Quand votre jeunesse préfère risquer sa vie dans les eaux de l'océan, c'est parce que sur place, il ne voit plus d'espoir. Et ça va être aussi une des priorités centrales, à mon avis, du prochain gouvernement. C'est une question complexe. Oui. Il faut aussi le dire. Parce que, au fond, cette jeunesse vit les conséquences d'une absence de vision de développement. L'Afrique, il faut le dire, le Sénégal également,
particulièrement le Sénégal, n'a jamais envisagé des politiques sérieuses d'industrialisation. Or, quand on regarde le parcours des différents pays, à quelques exceptions près, ceux qui ont du pétrole, voilà, et du gaz, et même eux ont développé des chaînes de valeur, mais tous les pays qui se sont développés se sont appuyés sur un tissu industriel qui lui-même génère des emplois. Le modèle économique. Voilà, ça c'est le modèle économique. Même ceux qui s'appuient sur, disons, des avantages naturels, on va dire par exemple la Suisse, son avantage naturel, c'est quand même son système bancaire, etc. Mais ils ont une industrie qui s'appuie sur les produits qu'ils ont, etc. Il n'y a pratiquement plus d'exceptions. Et quand vous avez un taux de croissance économique, un taux de croissance démographique de 2,9 à 3%. Déjà, si vous faites une croissance de 5%, ça veut dire qu'en réalité, vous ne faites qu'une croissance de 2%. Il faut toujours l'enlever. Et ça devient, disons, une sorte de rattrapage, course de rattrapage permanente. Par exemple, vous avez à peu près 200 000 élèves qui viennent sur le marché de l'éducation chaque année, au CI. Donc ça veut dire qu'il vous faut un nombre de classes qui correspondent à ces 300 000 élèves qui viennent. Donc ça, c'est également des dynamiques globales. Mais cette jeunesse, encore une fois, on ne l'a pas placée véritablement au centre des préoccupations. Et je crois que ça a été le grand problème du président Macky Sall. Mais justement, avant d'en arriver à ce gros problème, comme vous l'indiquez, mais madame, vous avez été au cœur de Yoonu Yokkute, qui s'est transformé finalement en PSE. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Au départ, vous donniez l'impression d'avoir compris les préoccupations auxquelles les Sénégalais étaient confrontés, les véritables enjeux. On en est là aujourd'hui. Ah oui, mais il faut savoir tirer les leçons d'une expérience, ça c'est très clair. Peut-être que la balance n'a pas été suffisamment équilibrée pour prendre en charge le volet social de Yoonu Yokkute et le volet infrastructure et investissement. Je crois que c'est là où la balance n'a pas été faite. Bon, le président Macky Sall est un ingénieur. Peut-être que lui, ce qu'il perçoit intuitivement, c'est les infrastructures essentiellement, ce qui est une bonne chose, parce qu'il faut également, voilà, pour que l'économie soit dynamique, que les gens puissent se déplacer. Mais il faut que vous preniez en charge quand même ce pourquoi vous êtes là, c'est-à-dire les populations. Et quand votre population a 70% à moins de 35 ans, et si vous n'en faites pas votre priorité centrale, elle vous rattrape. C'est un problème de planification. Et d'option. Moi, je pense que c'est une question stratégique. Comment créer des emplois? C'est ça la grande question que le prochain gouvernement va se poser. Sinon, les mêmes problèmes, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Mais pour le faire, si vous permettez, c'est qu'il faut clairement identifier les secteurs porteurs de notre économie. On les connaît, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est la pêche, c'est le tourisme. Mais si vous voulez développer de l'emploi dans ces secteurs-là, vous êtes obligé de les moderniser. Les jeunes de Gandiaye, ils ne vont pas aller cultiver la terre comme le faisaient leurs arrière-grands-parents. Ils ne le feront pas. La pénibilité n'en vaut pas la peine, etc. Par contre, si ils sont organisés en coopérative, ils sont formés sur des produits porteurs, aussi bien pour l'autoconsommation que pour l'exportation. S'ils ont un accompagnement financier, pas gratuit, parce que ça également, il faut qu'on change la perspective, et qu'ils voient qu'ils peuvent gagner leur vie, et bien la gagner souvent, je pense que voilà, c'est ça qui va les inciter à rester sur place. La même chose pour l'élevage. Vous allez dans le Fouta, quand il pleut, les vaches sont pleines, mais le lait, il n'y a pas de stock, il n'y a pas de place de stockage, il n'y a pas de transformation, on importe pour, je crois, 14 milliards de produits laitiers, pendant qu'on verse le lait, on ne sait pas faire du fromage, du beurre, tout nous vient de l'extérieur. Pourtant, c'est pas compliqué. Là, voilà, c'est la question du développement des différentes chaînes de valeur, mais en faire une priorité, mais en amont, il vous faut de la formation. Comptez le nombre de centres de formation dès que vous sortez de Dakar. Il n'y en a pas. Alors que vous voyez des étrangers qui viennent chez nous, vous allez vers le lac de Guiers, vous avez des étrangers qui développent des fermes extraordinaires. Qu'est-ce qui est advenu de nous, notre projet de départ? Donc, je pense qu'il va falloir vraiment replacer
le développement. Mais quand je parle d'industrie, c'est une industrie qui s'appuie sur les différents secteurs. Hein. C'est comme ça qu'il faut le percevoir. Ça suppose aussi qu'on réforme notre éducation. On a une éducation généraliste telle qu'on l'a héritée des anciens colons, alors que des pays comme la Suisse ou l'Allemagne se sont très tôt mis sur le créneau de la formation professionnelle. Vous allez en Allemagne, la plupart des gens ne vont pas faire 5 ans d'université. Ce n'est pas rentable pour eux. Donc voilà les modèles qu'il nous faudra étudier et trouver cette réponse-là. Mais il y a également, c'est pas seulement une question économique qui fait que nos jeunes prennent la mer. Il y a aussi le désespoir. Mais le désespoir, c'est quand vous avez ce que vous avez. Mais on va y arriver, Madame le Premier ministre. Vous avez été chef de gouvernement, mais avant cela, vous avez dirigé ASBEF, vous avez été dans des organismes internationaux pour réfléchir sur les problématiques qui touchent les populations. Elles sont en mutation, nos sociétés, vous le savez. Alors aujourd'hui, celle sénégalaise, la société sénégalaise subit également ces mutations-là et se retrouve dans des situations difficiles. Apparemment, les gouvernants n'arrivent plus à trouver le timing entre les projections, les modèles de développement et le timing, je veux parler du mandat en question. Nous sommes plongés de façon récurrente dans des crises qui n'en finissent malheureusement pas, au détriment de ces postulats de départ que vous avez indiqués. Mais quelle est la solution? Ça veut dire qu'il faut profondément réformer nos institutions et en finir avec l'hyperprésidentialisme. C'est-à-dire l'homme-providence, tel qu'on le perçoit dans la cosmogonie africaine d'ailleurs. Le chef africain, je suis désolé, mais il est perçu comme pouvant tout faire, sachant tout, ayant droit quasiment de vie ou de mort sur ces sujets. Ça, il faut que ça change. Parce que c'est ce qui nous a conduit là, au fond. Quand vous regardez la nature des crises, elles se ressemblent énormément. Vous avez l'impression d'être en 2011. L'histoire se répète. Elle se répète avec les mêmes choses. La question du mandat, la question de la famille, la question de la mauvaise gouvernance. C'est les mêmes thèmes. Pendant ce temps, les attentes sont là. Oui. Et justement, vous avez suivi les conséquences avec cette jeunesse qui n'accepte plus ce passé, apparemment qui leur a fait perdre du temps. Elle est debout, elle est engagée, cette jeunesse, et les résultats se perçoivent sur le terrain. Oui, c'est clair. Elle fait 70% de la population. Mais je crois beaucoup, moi, à la collaboration et au projet intergénérationnel. Parce qu'il faut la force et l'engagement, mais il faut aussi le savoir et l'expérience. C'est un alliage des deux qui produit le développement. Ça, il faut aussi qu'on le perçoive et qu'on le dise. Qu'on aura toujours besoin de ceux qui ont plus d'expérience, plus de savoir. Et ceux qui ont l'innovation, ce sont les jeunes, qui ont aussi du savoir, c'est vrai. Mais je crois que si on a une bonne collaboration, un bon alliage, comme je dis, on peut justement ne pas répéter les erreurs du passé. C'est à ça que sert l'expérience, au fond. L'expérience, c'est pas pour dire j'ai tant d'années, j'ai tant d'expérience professionnelle. C'est pour dire, attention, cette voie-là, on l'a déjà expérimentée, elle n'a pas produit de résultats. Quand vous êtes jeune, vous n'avez pas cette projection. Donc moi, je crois beaucoup à ça. Mais, pour revenir à votre question, je considère qu'il va falloir réformer notre système de gouvernance et sortir de cette perspective, c'est irréversible. C'est presque anthropologique, où le chef a droit de tout faire. Et quand vous dites « je ne suis pas d'accord avec le chef », on vous coupe la tête. Et ça, c'est pas possible. Il faut que le chef soit contenu, le chef de l'État, pour ainsi dire, que ses prérogatives soient réduites, contrôlées. Et pour ça, je pense qu'il y a beaucoup à prendre dans les recommandations des assises. Je pense que un travail important a été fait. Le président Macky Sall lui-même avait créé la fameuse commission de réforme des institutions. Mais bon, ce n'est allé nulle part parce que c'est tentant de rester omnipotent, omniprésent. Et généralement, votre entourage aussi, il trouve son compte. Donc, je crois que ça, il faut que ça change. Et les jeunes ne vont plus accepter qu'on continue comme ça. Le prochain président de la République ne pourra absolument plus refaire ce qu'on a vécu, ou ce qu'on vit actuellement. C'est la fin d'une génération, mais d'une certaine pratique, d'une certaine gouvernance. C'est surtout d'une certaine gouvernance. Ça n'a pas forcément, ce n'est pas forcément lié à l'âge. Vous avez beaucoup de jeunes qui défendent. Je crois que c'est la perspective de cet État dirigé par un homme qui a tous les pouvoirs. Et vous savez, au fond, on s'enfonce progressivement
dans ce népotisme sans même s'en rendre compte. Parce que sinon, personne ne voterait pour vous. Si le président Macky Sall avait commencé comme ça au début, personne n'aurait voté pour lui. Mais au fur et à mesure que vous vous rendez compte de l'ampleur de votre pouvoir, eh ben, votre ego gonfle, vous avez les flagorneurs, les turiféraires qui aussi poussent à la roue et ça vous engage dans des voies sans issue comme celle dans laquelle il s'est retrouvé. Et ça, il va falloir mettre des garde-fous. Vous savez, quand j'étais à l'Assemblée nationale, la loi, c'est ce qui m'a sorti, je pense, de l'Assemblée nationale. Au fond, c'est quand j'ai proposé la loi, je pense, c'est la loi contre les incompatibilités familiales. Pour dire que vous ne pouvez pas arriver et puis toute votre famille s'installe au pouvoir. Il faut une loi. Cette loi, c'est après votre éviction. Non, c'était pendant. Je l'avais déposée. Oui, non, je pense que ça a été pris comme une attaque personnelle, alors que ce n'était pas le cas. Au fond, ces lois-là vont protéger les gouvernants. Comme ça, face à des pressions familiales, de groupes, de clans, vous direz, écoute, la loi ne me permet pas. Vous avez l'impression que le président subit ce genre de pression? Ah non, bien sûr, sans aucun doute. Bien évidemment. Vous avez eu à l'époque 2 ministres qui ont dit qu'ils devaient leur nomination à la première dame. Ça, vous n'entendez ça qu'en Afrique. Et ça, il ne faut plus que ce soit possible. Mais je suis sûr, Mme Aminata Touré aussi, avec justement l'avènement de l'actuel président de l'Assemblée nationale comme répondant à un projet mûrement mûri, parce que quelque part, le président, par rapport justement à la date de l'élection et par rapport au plan en jeu, il se sûr que le président de l'Assemblée pourrait le remplacer. Oui, mais on se retrouve aujourd'hui, Bayoumar, dans une situation des plus déplorables, je voudrais dire. Parce que voilà un pays stable qui s'appelle le Sénégal, qui a élu en 2012 le président Macky Sall, a été réélu en 2019. En 2012, lors de sa première élection, il y a eu une passation de fonctions entre son remplaçant, le président Abdoulaye Wade, dans une cérémonie vraiment que tout le monde a salué. Parce qu'en Afrique, les passations de services ne sont pas toujours des plus civilisées. Hein. Vous voyez bien ce qui se passe dans la sous-région. Il en a été de même entre le président Abdou Diouf et le président Wade. Et le président Macky Sall, visiblement, veut quitter sans faire une passation de fonction. Ça a été des moments historiques qui renforcent la démocratie sénégalaise et l'image même du Sénégal. Mais évidemment, et nous avons tous grandi dans cette tradition-là que le président de la République, visiblement, veut rompre. Parce que s'il dit je pars, de toute façon, il est obligé de partir, son mandat est arrivé à expiration. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat là-dessus, donc c'est même pas la peine de le répéter. Bien qu'on se serait passé de, voilà, moi j'en ai assez, si vous voulez savoir, moi j'ai même pas envie d'être là pendant les élections. Bon, tout ça, c'était pas nécessaire, mais mettons ça sur le compte du stress. Mais son obligation morale, parce qu'elle est morale au fond. D'abord, lorsqu'il a violé la loi en rapportant l'élection, il n'avait aucunement le droit de le faire, ce que le Conseil constitutionnel lui a rappelé d'ailleurs, en lui demandant, voilà, parce que ils ont la plénitude aussi, voilà, de la courtoisie républicaine, en lui disant de fixer l'élection dans les meilleurs délais, étant entendu que son contrat, son bail à la tête du pays arrivait à expiration le 2, c'était clair. Bon, ben, c'est encadré. C'est très encadré, mais il le sait très bien. Il n'a pas voulu le faire, évidemment. Mais jusqu'à présent aussi, le problème n'est pas tranché. Mais non, il le fait sciemment. Moi, je considère que le président de la République, il joue contre la montre. Absolument pas envie il joue contre la montre. La fonction. Bon, je crois que c'est très clair pour tout le monde. C'est absolument clair pour tout le monde. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est très, très, très dommage. Parce que c'est une fonction, quand même, qui est remplie de symboles, et c'est la fonction la plus haute du pays. Je veux dire, le Sénégal aura tout donné au président Macky Sall, tout. Mais quand même, il vient d'origine modeste, etc. Et on l'a catapulté par la légitimité populaire à la tête du Sénégal. Il n'avait absolument pas le droit. Il a beaucoup de mérite aussi. Oui, qu'on lui reconnaît. Mais moi, j'étais son compagnon. Qu'on lui reconnaît. Qu'on lui reconnaît. Pour aller jusqu'au bout de ce mérite-là, il aurait fallu, il faut, c'est pas encore trop tard, qu'il fixe une date de l'élection et qu'il puisse faire une passation de service normale avec son successeur. Autrement, arrivé le 2 avril,
s'il n'y a pas un enclenchement du processus électoral, le président Macky Sall nous aura laissé dans un vide juridique, un vide institutionnel, porteur de tous les risques, à mon avis. Mais alors, oui, entre-temps, il y a eu un dialogue qui a débouché sur la proposition du 2 juin comme date devant organiser la présidentielle. Alors, de ce point de vue, oui, quelle réflexion cela vous inspire? La question, elle est très simple. Vous savez, la Constitution prévoit 3 cas de vacances et de suppléance. C'est ça. Première, c'est le décès. Souhaitons une longue vie au président Macky Sall. Deuxièmement, c'est l'empêchement physique ou mental. On lui souhaite une bonne santé mentale et physique. Troisièmement, c'est la démission. On ne sera dans aucun de ces 3 cas de figure. Donc, mais il peut démissionner. On est encore dans le timing. Pourquoi il devrait démissionner? Je dis, il peut, c'est une possibilité. Il peut tout faire, bien sûr. Il peut décider même un abandon de poste. Il peut faire ce qu'il souhaite. Mais puisqu'on parle de fonction la plus haute, qui est remplie d'honorabilité, qui est symbolique, qui est le poste le plus important qu'un individu peut avoir dans sa vie, la dernière obligation qui lui reste, il devrait la remplir. La remplir en fixant une date d'élection avant de partir, en ne laissant pas le Sénégal dans une impasse institutionnelle. Il nous le doit quand même, à nous les citoyens qui l'avons dans notre majorité, élus et réélus, il nous le doit. Du jeune enfant de fatigue qu'il était, il est devenu le président de la République à la tête de notre pays pendant 12 ans. C'est une consécration. Mais qu'est-ce qui peut être déterminant, Madame le Premier ministre? Diouf, en 2000, les derniers moments ont été difficiles, battu aux élections. La soirée a été longue jusqu'à, vous connaissez la suite, avec cette correspondance de félicitations adressée au président Abdoulaye Wade. Oui, le président Abdoulaye Wade lui-même, au dernier moment, ça a été difficile. De très belles images qui montrent quelque part qu'il y avait un soubassement pour les aider à prendre les bonnes décisions et à partir dans d'excellentes conditions, malgré les difficultés de l'heure. Avec Macky Sall, qu'est-ce qui peut être déterminant? Qu'est-ce qui peut jouer en sa faveur? Et c'est pour ça que la question me désole profondément. Vous savez, j'ai eu le privilège d'être témoin de cette partie de notre histoire. Vers 18h, je me rappelle bien, l'Arabie Saoudite avait déjà voté, la France avait déjà voté avec le décalage horaire, ils sont en avance. Et les résultats, nous les recevions. Et Abou Abel Cham, qui certainement doit suivre, et moi, nous essayions de débloquer le téléphone du candidat Macky Sall. Et il se demandait, mais qu'est-ce que vous faites avec mon téléphone? Il disait, mais non, le président Abdoulaye Wade va vous appeler. Et il va falloir qu'il puisse vous avoir au téléphone. Il l'a appelé vers 21h30. Et c'est ça qui a été magnifique. Plein d'émotions, bien sûr. Et je me rappelle à l'époque, le représentant de l'Union européenne, qui sortait de la suite du candidat nouvellement élu, il m'a dit, mais madame, vous avez sous-estimé la résilience de votre démocratie. Votre démocratie est très forte. Et ça, je l'ai pris comme un compliment qui m'a vraiment fait chaud au cœur. Que 12 ans après, on ne puisse pas rééditer ce type de situation. Je vis ça comme une régression démocratique. On n'en est pas encore là. Avez-vous l'impression je l'espère. En tout cas, c'est un appel, un plaidoyer en direction du président Macky Sall. Au-delà de ce qui s'est passé sur la scène politique. C'est sa responsabilité. Mais c'est sa grande responsabilité. Entière. Bien sûr. Il n'a pas à s'engager dans une... de devoir éviter de faire moins que ses prédécesseurs. Mais c'est clair et net, d'autant plus qu'il est né après les indépendances. Il est de ma génération, il a juste 1 an de plus que moi. Donc nous ne pouvons pas faire moins que le président Abdoulaye Wade, qui a 30 ans de plus que nous, ou le président Diouf. Au contraire, on doit pousser la démocratie vers le haut. Malheureusement, comme on a commencé, lorsqu'on a évoqué toutes ces questions d'agression de journalistes, de retrait de licence, de passage à tabac de femmes journalistes par les
par les forces de l'ordre, mais également de persécution d'opposants, l'emprisonnement de Ousmane Sonko, le candidat Bassirou Diomaye Faye de la coalition que je soutiens, coalition Diomaye Président, en prison. On vient de libérer une partie des prisonniers que je considère comme politiques, ils le sont, il en reste encore. Et hier seulement, il y avait une manifestation pour la libération de cette dame, Amidia, qui est une dame à la retraite. On a entendu sa fille et ça nous a mis tous les larmes aux yeux. Malgré tout ce passif, oui. Au moins, pour son départ, qu'il sauvegarde le peu qui reste à sauvegarder, c'est-à-dire fixer une date de l'élection, ne pas quitter le pays dans les délais, ne pas quitter le pays sans que nous ayons une élection. Je pense que c'est la dernière obligation qu'il doit au Sénégal et aux Sénégalais. Alors, qu'il doit aux Sénégalais. De votre côté, je parlais de l'opposition avec les candidats retenus par le Conseil constitutionnel. Qu'attendez-vous comme ultime appel? C'est aussi un appel que je fais aux 7 membres du Conseil constitutionnel. On les appelle les sages. Mais c'est vraiment le moment crucial pour le pays pour qu'ils exercent cette sagesse, ces hommes et ces femmes. Ils sont le dernier rempart. Si le président de la République, moi j'ai l'intime conviction qu'il n'a pas envie de fixer une date de l'élection parce qu'il ne veut pas faire une passation de service avec son successeur, ce qui serait extrêmement dommage, le Conseil constitutionnel, qui est le juge de l'élection, devrait fixer la date de l'élection. L'ultime juge. L'ultime juge. Bah oui, mais bon, vous avez ils ont statué une première fois dans leur décision, ils ont demandé au président de la République le plus courtoisement possible de fixer la date. À 30 jours, il ne compte pas la fixer. Il a dit clairement qu'il ne démissionnerait pas. Vous l'avez bien entendu. Il a dit qu'il partait absolument le 2. Cette fois-ci, je crois qu'il va partir. Si on considère la manière dont il le dit de manière récurrente, il a même traduit en anglais pour la première fois pour la communauté internationale. Je pense qu'il va devoir partir, mais il part sans finir son devoir de président, c'est-à-dire organiser l'élection. Et puisque l'ultime juge, c'est le Conseil constitutionnel, on lui demande de prendre toute la mesure de la gravité de la situation et de fixer une date pour l'élection avant le 2 avril. Parce que le président compte aussi saisir cette institution, le Conseil constitutionnel. Cette saisine, elle est attendue. On annonce dès le début, certainement, de semaine, ce lundi. Mais vous avez déjà entendu, lors du dialogue, en fait, il dialoguait avec sa majorité, à l'exception de l'Église, dont je salue la position claire et nette, qui est une position en phase avec notre constitution et le droit, et ça il faut le saluer et féliciter la position de l'Église sénégalaise de ce point de vue-là. Mais vous avez entendu cette fameuse date du 2 juin, oui, qui nous enfonce dans cette incertitude dont on parle. Qui va organiser l'élection le 2 juin si le président n'est plus là? Il n'y a aucune réponse juridique au moment où on parle. Nous serons dans une situation d'exception que le pays n'a jamais connue. Certains vous diront, c'est le Conseil constitutionnel par défaut, mais ce n'est pas inscrit dans la loi qui créait le Conseil constitutionnel. D'autres pourraient vous dire, écoutez, si l'État est menacé, d'autres forces, comme le président de Macky Sall d'ailleurs, semblaient intuitivement, de manière explicite d'ailleurs, le dire. Qui va organiser? Vous n'avez pas la réponse, je n'ai pas la réponse, personne n'a la réponse, parce que personne n'imaginait. Et qu'est-ce que cela risque d'entraîner au cas où le Sénégal se retrouverait dans cette situation? Sans un président élu, et le président qui était élu, son mandat est terminé, il s'en va. Voilà, ça c'est un grand point d'interrogation. Mais le Conseil constitutionnel peut nous éviter cette situation. C'est ça, et ils ont toute la responsabilité historique vraiment de préserver la paix
dans notre pays et de nous organiser l'élection. Maintenant, je pense que s'il y a une date, le président Macky Sall, lui, en tirera les conséquences. En tirera les conséquences. En tout cas, voilà, c'est des attentes, de grosses inquiétudes qui planent sur cette démocratie sénégalaise, au-delà sur l'image de ce pays longtemps réputé démocratique, avec une stabilité dont personne n'ignore, mais aujourd'hui qui est à équation variable. Aujourd'hui, Madame la Première ministre, il se pose également une autre préoccupation, cette loi d'amnistie qui est annoncée, vous inspire quoi? Ben, la loi, je crois que personne, c'est comme une arlésienne. Ah, personne ne l'a vu, hein. Il semble que personne ne sache quel est le contenu, à part ce que le président Macky Sall en a dit. On ne sait pas de quoi il s'agit. Mais il y a deux choses qu'il faut séparer et qu'on essaye de confondre. Un, c'est la libération immédiate et sans condition de responsables prisonniers politiques qui n'auraient jamais dû être en prison. Moi, je considère que Ousmane Sonko devrait être libre, Diomaye Faye devrait être libre, et tous les autres. Et toutes les charges qui pèsent sur eux devraient être abandonnées. Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir, avec ces gens qu'on a vus. Mais devraient être libres sur quelle base? C'est des dossiers de justice en cours. Sur quelle base? Mais déjà, vous savez, si on parle de justice, déjà Ousmane Sonko aurait dû être candidat. Puisqu'il y a deux décisions de justice qui en ont décidé, n'est-ce pas? Pas exécuté. Deux décisions de justice lui permettaient d'aller à l'élection. Ça n'a pas été exécuté. Donc quand vous êtes dans une situation de non-droit total, il aurait fallu qu'il aille à l'élection. Les deux juges qui connaissent le droit quand même, hein? Un juge de première instance, cour d'appel, c'est quand même des professionnels du droit. Il est toujours en prison. Et ça, on ne l'adresse pas, mais on va parler d'une amnistie de qui? Je ne peux pas vous dire qui est là dans la loi d'amnistie. Est-ce les gens qu'on a vu tirer sur des jeunes et se réfugier voilà, dans certains locaux? Il est annoncé même l'ouverture du procès d'Ousmane Sonko concernant cette réintégration sur les listes. Oui. Ben voilà, donc on fait amnistie à quoi? Mais vous, chez vous, vous avez des associations de victimes qui demandent la justice. On dit non, on ne donne pas la justice. Ça, c'est difficile à comprendre quand même. Donc moi, je ne suis en tout cas pas pour qu'on amnistie ceux qui ont volontairement tiré sur des enfants, sur des jeunes qui ont perdu la vie à la fleur de l'âge. Moi, je ne suis pas pour, je suis contre l'impunité. Ça n'a rien à voir maintenant avec ces leaders politiques qui devraient être libérés, ou en tout cas qui devraient bénéficier de leurs droits. Comme j'ai dit, Ousmane Sonko, il y a eu deux décisions de justice non appliquées. Délit de droit. Par contre, ceux-là qui demandent que leur vie, la vie de leurs enfants perdue, mais qu'on sache qui étaient les commanditaires, qui étaient les facilitateurs, qui étaient les exécutants. Ça ne veut pas dire que je sois contre la réconciliation. Au contraire, il faudra que ce pays se réconcilie avec lui-même, que les personnes âgées se réconcilient avec les jeunes. Parce que vous savez ce qu'on entend, hein, de la part des jeunes en Wolof de Kébi Magnia Koyak. Ça, c'est dommage qu'on entende ça. Parce que d'habitude, nous, c'est nous qui protégions les plus âgés, nos enfants, nos neveux, et il y avait ce lien affectif indéfectible. Donc il faudra reconstruire tout ça. Mais avant d'y arriver, il faudra qu'on sache la vérité. Situer les responsabilités. La vérité. Dans tous les pays, c'est vérité, justice, réconciliation. Ça, il va falloir qu'on y arrive. Et c'est pas en effaçant tout ça, en enterrant voilà, tout ce qui s'est passé, qu'on va aller vers la réconciliation. Une loi d'amnistie, c'est des faits. Aujourd'hui, ces faits méritent quand même qu'on situe les responsabilités, savoir qui a tort, qui a raison, avant de pouvoir passer à l'autre étape. Et pardonner par qui? Moi, c'est pas votre enfant qui a été tué, ni le mien. Au nom de quoi, moi, je dirais que je pardonne? C'est les victimes et leurs parents qui pardonnent. C'est pas l'État qui vient, qui dit on efface tout et on s'en va. Ça fonctionne pas comme ça. Dans le monde entier, la lutte contre l'impunité, ça a un sens. Un État de droit, justement, il répond aux aspirations de justice de tous les membres de la société, et particulièrement les victimes. Ça, je le dis vraiment avec forte conviction. Parce que d'abord, les faits qui se sont passés en tant que citoyenne, en tant que mère, ont été horribles. Notamment ces 4 jeunes qui sont morts après le report de l'élection. Ça, c'est encore plus insoutenable. Et ça, le président Macky Sall a la responsabilité morale, quoi qu'on dise. On n'aurait pas reporté l'élection, il n'y aurait pas eu de manifestation.
évidemment pour défendre la Constitution, et certainement on n'en serait pas arrivé là. Donc il faut vraiment que de ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord, qu'on aille vers la réconciliation, mais avant ça, il faut qu'on sache, qu'on situe les responsabilités et qu'on donne la parole aussi aux parents des victimes, etc. Et au fond, c'est eux qui doivent pardonner. Donc donnons-leur la chance de savoir ce qui s'est passé, pourquoi ils ont perdu leurs enfants, dans quelles circonstances, qui est responsable, et ensuite on pourra passer à une autre phase. Oui, une manifestation ce samedi, pour quelle finalité? Mais pour qu'on ait une élection, Bayouma. Il faut bien qu'on aille à l'élection. Tout ce qu'on demande, tout ce que les Sénégalais demandent. Les Sénégalais sont des individus, des hommes et des femmes très raisonnables au fond. Nous ne sommes pas pour brûler le pays, on habite dans le pays. On n'a pas immigré, hein, ni au Maroc, ni ailleurs. On est là, on est au Sénégal. On voudrait que le pays soit en paix, qu'on puisse aller librement vaquer à nos occupations économiques, religieuses, festives, c'est ce qu'on veut. C'est l'aspiration, au fond, de tous les êtres humains. On ne doit pas être dans l'instabilité, la violence de manière permanente. Il y a des jeunes qui veulent épouser leur promise. Vous avez des dames qui veulent aussi fêter des événements. Vous avez des entrepreneurs qui veulent développer leurs affaires. Vous avez des artistes qui veulent aussi se produire. C'est une vie normale, quoi. Mais on est loin de cette normalité, finalement. Mais tout ce qu'on demande, tout ce qu'on recherche. Tout est à l'arrêt, finalement. Économiquement, la crise, elle est assez tendue aujourd'hui. Et tout ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une date de l'élection, et on l'exige, c'est ce que les citoyens demandent. En tout cas, c'est la raison pour laquelle, justement, on s'est réunis, au grand terrain de Grand Yoff, le front de résistance, comme on l'appelle, pour avoir une date de l'élection. Dès que l'élection sera fixée, on sera dans une autre dynamique. Les candidats iront en campagne électorale, et malheureusement moi-même je ne suis pas candidate, et je considère que je devais valablement l'être, mais j'ai tourné la page, parce que je considère qu'il y a un intérêt supérieur. Je ne peux pas être le motif. L'hypothèse de reprendre le processus ne vous agrée pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Bien que j'ai été victime de ce processus. Mais le Conseil constitutionnel, il n'y a pas de voie de recours. C'est comme ça. Vous allez à un match de football, vous savez que l'arbitre vous a volé, entre guillemets, mais une fois que le match est consacré, qu'est-ce que vous voulez? Moi-même, j'ai donné la preuve de ce qui s'est passé. Je ne veux pas revenir dessus, parce que je considère que le Sénégal est au-dessus de nos ambitions individuelles, et il faut vraiment conforter ce chemin démocratique-là et aller vers l'élection et tourner la page. Les Sénégalais ont vraiment envie de tourner la page. De ces crises devraient naître des opportunités, finalement. L'opportunité, elle est présente. Je pense que ce ne sera plus jamais ça. Ça, c'est un sévère avertissement pour le prochain président du Sénégal. Et pour la classe politique. Qui qu'il sera. Oui. Ce ne sera plus jamais admis dans ce pays les pratiques politiques auxquelles nous avons assisté ces derniers temps. Ce ne sera plus possible. Aucun peuple ne l'acceptera. Ça, c'est clair. Donc ça, c'est peut-être l'opportunité aussi de s'asseoir. C'est à ce moment-là qu'un dialogue aura du sens. Pas ce qui s'est passé la dernière fois, où le président a dialogué avec sa propre coalition. Un dialogue avec toutes les franges de la nation, pour voir quel est ensemble le chemin qui va nous mener à une stabilité définitive de notre pays, à plus d'égalité entre les citoyens, à plus d'opportunités pour tout le monde, au respect de la profession, on a parlé des journalistes, de chacun, aux opportunités qui devraient de manière égalitaire s'offrir à tout le monde, que vous soyez à Khosanto, où il y a les minerais, ou que vous soyez à Gandiaye, ou à Kolda, ou à Ourossogui, que vous soyez un citoyen du Sénégal avec le sentiment que votre État vous traite de manière équitable, qu'on parle aussi des questions du maintien de l'ordre. Je crois que ça, c'est des questions fondamentales. Le maintien de l'ordre, il a évolué partout. Je prends comme exemple la France, avec les Gilets jaunes qui ont manifesté chaque samedi pendant 6 mois. Vous n'avez pas entendu un seul mort. Pourquoi nous, quand il y a une manifestation, des jeunes doivent mourir? Qu'on m'explique ça? Revoir la formation aussi. Voilà, dans ce cadre-là. Amener une réconciliation aussi.
de nos FDS avec les populations, c'est important. Revoir la formation, développer aussi la citoyenneté, qu'on sache que, bon, c'est un frère qui fait son job, mais lui qu'il sache aussi que c'est un citoyen, surtout, qui exerce ses droits. Il n'y a pas besoin qu'on se tue. Pourquoi est-ce que, quand il y a des manifestations, en Afrique, il doit y avoir des morts? Ça m'est intolérable, comme militant des droits humains. C'est pas possible. Oui, vous avez parlé aussi de réforme des institutions, mais il y a également de réformes politiques à mener aujourd'hui. Le pays ne peut plus accepter autant de partis politiques, autant de candidatures à la candidature. De ce point de vue aussi, il y a à faire, madame. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et ça va entrer dans le cadre d'un dialogue, que ce ne soit pas une personne, le président de la République, qui décide de qui sera candidat, qui ne sera pas, qui je dois éliminer. Celui-là, malgré ce que la justice dit, il ne sera pas candidat. Ça, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible dans un pays comme ça. Et c'est peut-être cette opportunité qui se dessine, quels que soient les moments très difficiles et très douloureux que nous vivons actuellement. Il faudrait justement poser le passif, il est lourd, à tout point de vue. Oui, malheureusement, le président Macky Sall sort en laissant un passif, on oublie son actif. C'est ce qui est dommage, d'ailleurs, dans cette situation-là, parce qu'il a fait des choses positives, intéressantes, mais on oubliera ça. On oubliera ça. Donc, le peu qu'il reste à sauver, si j'ai un conseil à lui donner, pour une ancienne collaboratrice, parce que je le connais très bien, c'est de sortir en nous laissant pas dans cette impasse institutionnelle, parce que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, un président de la République partirait sans organiser l'élection de son successeur. Et ça, il ne doit pas l'avoir dans son palmarès. Dans son palmarès. Un aspect important en démocratie, mais aussi en vie publique, je veux parler de l'éducation. Aujourd'hui, vous connaissez la situation de l'éducation, de l'enseignement supérieur, mais il y a également, Madame la Première ministre, le rôle et la place de l'intellectuel africain, de l'intellectuel sénégalais. De plus en plus, ils s'investissent dans le combat. Je parlais des universitaires. Vous avez suivi les plus de 200 universitaires qui ont publié un manifeste concernant la loi d'amnistie. Comment accueillez-vous cet investissement de plus en plus acté de nos universitaires? Il est très bien et je l'encourage vivement et j'espère qu'il va se perpétuer. Un intellectuel, c'est aussi une vigie de la liberté, souvent. Il ne faut pas leur demander, s'ils ne le souhaitent pas, d'être dans les partis politiques. Ce serait l'idéal. Que moi, j'ai eu souvent le sentiment d'être extrêmement isolé dans mon propre parti. Parce qu'au fond, ceux qui fondent les partis, les intellectuels, ne les intéressent pas trop. Parce qu'ils les challengent, etc. Et comme on est dans les modèles de chefferie africaine, les intellectuels sont des dérangeurs. Ils dérangent. Mais au moins, il y avait un débat dans les années précédentes. Oui, mais il y a eu cette rupture avec l'arrivée du président Wade, il faut le dire. Depuis 2000, de moins en moins. Mais avec Abdoulaye Wade, on a eu des débats quand même. On a eu des débats. Mais avec la paire, on n'en a pas beaucoup eu. Et je crois que c'est parce que, quelque part aussi, les intellectuels s'étaient retirés de la vie politique. Et il est intéressant qu'ils y reviennent, et en nombre. Et ça, je les encourage à y rester. Et de jeunes intellectuels, souvent, ce qui est excellent, parce que moi, je pense que nos actions doivent se nourrir au préalable de réflexion. Avant d'aller à l'action, il faut bien réfléchir vers quel sens on veut amener le pays. Ceux qui réfléchissent, c'est essentiellement les intellectuels. Donc, je pense qu'il est salutaire, justement, qu'à ce moment crucial de la vie de notre pays, qu'on les entende. Et je les encourage à rester dans l'espace public, à ne pas le quitter, à le renforcer. Et comme je dis, même à rejoindre les partis politiques pour les infléchir dans le bon sens. Mais souvent, ils tiennent à leur liberté. Et, bon, les partis sont assez patrimoniaux. Et c'est assez compliqué. Mais au moins qu'ils soient des sentinelles, on va dire, de la liberté, de l'émancipation, et de dessiner des perspectives intéressantes, d'autant plus qu'ils suivent souvent ce qui se passe au niveau international. Que reste-t-il de cette gauche? Une question pour vous taquiner. Cette gauche, elle est à reconstruire. Elle est à reconstruire. Je pense que, comme dans la vie, elle a vieilli, elle a dépéri.
Et ce qui reste, c'est pas les hommes, c'est pas le plus important, ce sont les idées. Et les idées ont été reprises avec d'autres mots, d'autres expressions par cette jeunesse, au fond. C'est pour ça que moi, je me sens pas étrangère au combat qui se mène. J'ai le sentiment que c'est les mêmes combats qu'on menait dans notre jeunesse. C'est les acteurs qui ont changé. C'est les acteurs qui ont changé, mais les idées sont toujours là. C'est des idées d'émancipation, de liberté, et voilà, et de vouloir également être comme tous les autres citoyens du monde, de lutte contre la pauvreté et contre la misère, que maintenant cette jeunesse refuse. Et peut-être qu'on acceptait plus avant parce qu'il y avait moins d'éducation, on était plus isolés. Donc, je crois fondamentalement que les idées de la gauche restent encore très vivantes. Elles s'expriment avec des mots différents, voilà, de nature différente, puisque avec les réseaux sociaux, comme on a dit, il y a une démocratisation de la parole, mais fondamentalement, je crois que le but reste le même, c'est l'émancipation, c'est le respect, c'est fondamentalement vivre ses droits en tant qu'individu dans la dignité et dans l'honneur. Et c'était ça le message de la gauche, au fond. Le message de la gauche, un changement de paradigme. Abdoulaye Bathily parlait de changement d'alternative. Oui. Oui, c'est les mots qui changent. Chacun peut utiliser les mots qu'il veut. Je le salue d'ailleurs, Abdoulaye Bathily, qui est resté toujours dans cette dynamique combattante. Donc, c'est même pas une histoire d'âge, au fond. C'est un des seniors. Il fait partie des seniors. Mais et il se sent concerné par ce combat que mènent les jeunes et les femmes. C'est pour ça que je parlais d'une dynamique, au fond, intergénérationnelle. Et un combattant de la liberté, in fine, il n'a jamais d'âge. Voilà, on a eu le grand Maodo que j'ai connu, le président Mamadou Dia, qui s'est battu, qui a payé de sa vie. Il a été emprisonné pendant 12 ans. Quand il est ressorti, il ne voyait plus. Perdu de la vue, voilà, il écrivait en contribution. D'ailleurs, beaucoup de ses écrits devraient être revisités. Voilà, donc et finalement, c'est la dernière question. Finalement, c'est l'enjeu de ce combat, la trajectoire à mener, à entreprendre, qui est de marquer son africanité. Le Sénégal aujourd'hui doit sortir de cette crise en restant au Sénégal, en restant un pays identitairement connu, qui se respecte, mais aussi qui doit marquer son temps pour éviter que l'irréparable ne se produise, madame. Mais vous savez, je pense que, et si je retiens ces derniers moments, une chose, c'est quand même notre capacité de résistance. Et de résilience. Et de résilience, les deux vont en même temps. Pour résister, il faut être résilient. Et moi, il y a une image qui m'a beaucoup marqué quand j'ai vu voilà, une personne âgée, un homme, il devait avoir peut-être 80 ans, qui dit, je ne peux pas aller à la marche, mais je peux être devant chez moi avec mon drapeau. Et ça m'a beaucoup marqué, c'est dire que les Sénégalais ont une capacité de résistance extraordinaire. Oui, et aussi, on a connu les moments d'espoir pour replonger dans le désespoir. Oui, Wade en 2000, vous avez suivi l'espoir que ça nourrit pour connaître la suite ou la fin. Au même titre, le président Sall, la fin aussi difficile. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Oui, parce que souvent, les processus de changement prennent du temps à aboutir. Ils sont longs, c'est comme parfois de longues agonies. Mais je crois qu'on est arrivé au bout du processus. Et c'est pour ça que je dis que plus jamais on ne vivra cette situation, je le pense. Le peuple sénégalais est extrêmement résilient et résistant. Ça, il n'y a pas de doute. Et c'est pour ça qu'il faut que nous tous nous apportions notre contribution à cet édifice nouveau qui se crée, qui n'a pas encore sa forme définitive. Évidemment, les fondements, c'est cette jeunesse qui aspire au changement. Et ensuite, vous avez les femmes, les femmes debout, les femmes, on les voit voilà, partout dans les manifestations. Beaucoup ont été arrêtés. Vous avez eu les journalistes, vous avez eu les religieux. J'ai parlé de l'église tout à l'heure. Et voilà. Donc, même si, et c'est ce que je reproche fondamentalement au président Macky Sall, cette régression démocratique a porter atteinte à l'image de notre démocratie, le monde entier salue notre résilience et notre résistance. Et c'est ça qu'il faut garder. Le Sénégal est resté debout, ces différentes franges sont restées debout. Et il faudra continuer à rester debout pour construire
une autre alternative. Une alternative où c'est pas un chef qui décide de tout, sa famille n'a pas forcément des privilèges que les autres n'auront pas, que le mérite soit réhabilité, que toutes les franges de la population aient le sentiment qu'elles ont les mêmes droits que les autres, quel que soit leur lieu d'habitation sur le territoire appelé Sénégal, qu'il y ait des chances, que la jeunesse ait un espoir, que la presse considère qu'elle peut faire son travail librement, sans être inquiétée. Et donc ce chantier-là, il faut qu'on le mène ensemble. Et je suis sûr, je reste optimiste que nous y arriverons, parce que, comme j'ai dit, si nous avons eu une telle capacité de résistance, nul obstacle ne pourrait collectivement nous résister. Dans la sous-région, oui, tous les présidents qui ont essayé de faire des troisième mandats, ils sont arrivés. Même si après, ils ont eu des problèmes. Tous, sauf au Sénégal. C'est pas... Le président Sall n'a pas renoncé parce qu'il voulait renoncer. C'est parce qu'il a eu à faire face à une résistance avec les conséquences que certains ont vécues et continuent de vivre. Quand il a voulu reporter l'élection, nous lui avons opposé la même résistance. Il a dû reculer. Ça ne se passe pas souvent comme ça en Afrique. Je crois que le Sénégal est un cas unique. Mais nous aspirons maintenant vraiment au repos, à la sérénité, à la reconstruction. Et j'espère que justement l'élection nous permettra d'enclencher ce processus. Et encore une fois, le président Sall a la responsabilité devant l'histoire d'organiser l'élection avant de quitter le pouvoir. Oui, le dernier mot. Un dernier mot d'espoir. Je pense que nous allons y arriver, après avoir salué la mobilisation de toutes les franges du pays. Je ne peux pas ne pas rendre un hommage particulier à cette jeunesse qui a payé aussi, par le sang, cette résistance-là. Nous les avons accompagnés. C'est pas nous qui avions fait face aux policiers, etc. Certains ont perdu la vie à la fleur de l'âge, sont l'âge de nos enfants, et on en parle souvent avec beaucoup d'émotion. Mais je voudrais aussi dire que le Sénégal nouveau va se construire avec eux, et surtout pour eux. Je crois que c'est important pour les jeunes, pour les femmes, et on y contribuera tous avec nos différentes capacités, nos différents moyens. Et encore une fois, je salue aussi la posture de la presse qui également a malheureusement fait les frais aussi de cette régression démocratique. Mais l'ultime message, évidemment, il est en direction du Conseil constitutionnel qui devra prendre ses responsabilités et s'assurer que nous irons aux élections avant le départ du président Sall, pour que le pays ne plonge pas dans une incertitude et un vide institutionnel qui pourrait ouvrir la porte à des dangers que nous ne souhaitons pas vivre. Ça a été un plaisir et nous vous remercions. Un plaisir partagé. Je viens toujours à Sud FM avec beaucoup d'émotion, puisque ça me rappelle mon grand ami Babacar Touré, qui a joué un rôle très important. Il m'arrive de me dire qu'est-ce qu'il aurait pensé dans une telle situation, et je salue la manière dont vous perpétuez son héritage, et que Dieu continue à vous accompagner. Merci beaucoup. En tout cas, ça a été un plaisir. Et mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Gardez l'écoute. C'est ainsi sur l'FM. Abdou Fall s'installe avec Maodo Faye pour le débat en Wolof dans Dianobi. À dimanche prochain. Un grand bravo à l'équipe technique à la tête. Alun Badra Sossé. Vous êtes sur la 98.5. Eh bien, vous avez raison. Restez-y. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé